L'actualité de la mi-journée, c'est le discours d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Vous voyez ces images en direct. Olivier Faure qui monte sur la tribune donc de ses universités d'été à Blois pour prononcer un discours très attendu autant par ses partisans que par ses opposants. Olivier Faure tenant d'une alliance forte et d'une candidature Lucie Castet au sein du nouveau Front populaire. Je vous propose d'écouter les mots qu'il va adresser à ses militants. Évidemment, le défi pour lui, c'est de conserver l'unité du parti, alors que certains opposants sociaux-démocrates prônent une coalition plus large au-delà du NFP. On l'écoute. Je veux commencer par dire un mot à Dienaba. Notre fierté collective, c'est d'avoir effectivement une petite fille des Mureaux qui est rentrée à l'Assemblée. Notre fierté, c'est aussi de savoir que derrière toi, il y aura encore des dizaines et des dizaines de jeunes qui prendront leur vie en main, qui s'engageront, qui nous rejoindront et qui feront en sorte que la vie soit plus belle pour le plus grand nombre. Et donc, derrière toi, c'est des colonnes et des colonnes qui viendront et je veux te remercier d'avoir été peut-être l'une des premières de cordée. Mais dire aussi que même si évidemment j'ai apprécié les mots que tu as eus à mon endroit, tu ne me dois rien. Personne ne me doit rien. Et ici, nous avons un engagement qui est un engagement collectif. Et ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous croyons ensemble que nous pouvons encore changer la vie. Et il n'y a pas un chef devant tous les autres. Il y a des femmes et des hommes qui se serrent les coudes parce qu'ils savent que ce sera dur, mais qui savent aussi qu'au bout du chemin, il y a peut-être la victoire, il y a absolument le changement. Merci à toi. Je veux évidemment commencer aussi par remercier Marc. C'est la 5e fois que nous sommes à Blois, ville de renaissance. Et au fond, sous tes auspices, Marc, nous aurons depuis 5 ans, je vais y revenir, fait en sorte que cette ville soit effectivement, demeure une ville de renaissance. Merci à tes services, merci à celles et ceux qui dans ta fédération, derrière Christophe, derrière celles et ceux qui font vivre cette fédération, eh bien, permettent chaque année de nous accueillir dans de très belles conditions. Et une fois encore, ce campus a été un extraordinaire moment de convivialité, de débat. Et donc, je veux t'en remercier à travers toi, toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Remercier des gens que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui sont essentiels pour cette réussite. Et je veux citer quelqu'un qui est chargé de nos grands événements, et que vous avez découvert peut-être à l'introduction, Nina. Avec Nina, évidemment, Corinne. Et puis caché derrière Camille, Richard. À travers Camille, remercier tout le cabinet. Soraya, Amandine, toutes celles et ceux qui font vivre aussi notre parti. Remercier tout spécialement quelqu'un qui vient de rentrer dans la pièce, qui est celui qui me dicte chaque minute de ma vie, qui me dit qui je dois rencontrer, qui je dois voir, quelle réunion je dois participer, quel meeting je dois intervenir. Laurent. Remercier nos permanents qui sont
je dois le dire, totalement résilients. Ils ont vécu 2 campagnes, et dans la foulée de ces 2 campagnes, on leur dit « c'est pas fini, on continue, maintenant il faut faire Blois ». Et ils ont fait Blois. Et donc, remercier tout spécialement aujourd'hui 3 d'entre eux, parce que aujourd'hui, c'est leur dernier jour. Ils vont partir pas très loin, ils vont continuer dans la vie politique, aux côtés d'élus, mais ils vont nous quitter au parti et nous allons les regretter. Et donc, je veux remercier à la fois Robert et Anzil, au service fédération. Et remercier celle dont je vois presque les larmes, mais ça doit être parce qu'elle nous quitte. Je veux remercier aussi Alice qui est occupée des relations avec la presse. Je veux remercier aussi ceux que vous apercevez, qui parfois vous font les gros yeux, mais qui sont pour autant indispensables. Les gros yeux et les gros bras. Je veux remercier ceux qui sacrifient depuis tellement longtemps leurs vacances, leurs loisirs, pour permettre parfois de garder une porte, une entrée, faire en sorte d'être toujours là en n'assistant jamais à rien. Je veux remercier du fond du cœur notre service d'ordre. Un parti, ce n'est pas simplement une structure qui vivrait à l'écart de tout et qui considérerait qu'elle a une vie propre. Il n'y a pas de parti sans groupe parlementaire. Et si notre voix résonne au quotidien, c'est parce qu'il y a des positions qui sont prises, des amendements qui sont déposés, des propositions qui sont défendues. Et là aussi, je veux remercier l'immense travail réalisé non pas simplement pour Blois, mais réalisé au cours de l'année par nos 3 groupes parlementaires. Et je veux remercier, à travers leurs 3 présidents, à travers Boris, Nora, Patrick, l'ensemble de nos parlementaires, leur dire notre infinie gratitude, leur dire que ils sont le plus souvent notre fierté parce que depuis 7 ans, ils sont ceux qui, chaque jour, tiennent nos positions, parfois difficilement, j'y reviendrai, mais qui sont celles et ceux qui donnent un visage, une couleur et tout simplement des positions à ce que nous sommes collectivement. Je veux enfin vous remercier toutes et tous, parce que il n'y a pas non plus de parti sans militantes et militants. Remercier nos premiers fédéraux qui ont souvent cette tâche ingrate de chercher à organiser notre travail. Le secrétaire de section qui cherche à faire vivre village, ville, collectivité, faire vivre notre parti, ses débats, parfois difficiles, parfois houleux, mais qui sont là pour aussi organiser notre vie et qui sont nos visages dans nos départements et dans nos villes. Leur dire que je sais à quel point il a été difficile au cours de cette année de mener ces 2 campagnes électorales. Je sais que le 9 juin, beaucoup avaient poussé un soupir de soulagement en se disant « c'est bon, on rentre à la maison, on va pouvoir dire à nos conjoints, à nos enfants que ça y est, on part en vacances ». Et merde. Et là, le 9 juin, tout recommence. Et c'est plus dur encore parce que nous n'avons que quelques jours pour faire en sorte qu'il y ait des candidates et des candidats, mettre en place des comités de soutien, organiser les porte-à-porte, les distributions et filer vers un combat dont on ignore encore l'issue, tant il est probable que l'extrême droite l'emporte. Alors, à toutes et à tous, un immense, un colossal merci.
Et puis, je veux finir cette séquence de remerciements par un remerciement spécial à Emma et à vous toutes et tous qui avez rejoint ces jeunes socialistes, chaque année plus nombreux. Vous étiez à Blois 800. C'est la première fois que vous êtes si nombreux et vous dire que c'est pas simplement le nombre qui pour moi fait sens, c'est aussi la qualité de vos débats, de vos échanges. Et puis dire autre chose, quelque chose de plus spécial pour Emma, qui venait à cette tribune pour la dernière fois comme présidente des Jeunes Socialistes. Lui dire que il y a 5 ans, quand encore vraiment toute jeune, maintenant tu prends de l'âge. Il y a 5 ans, Emma était venue dans mon bureau à Ivry et il fallait tout reconstruire. Et je connaissais à peine Emma. Et il a fallu faire ce pari, se dire que nous allions nous appuyer sur cette jeune fille qui était... Alors je sais qu'on ne dit pas jeune fille, je le dis parce que c'était pour préciser qu'à l'époque, dans ma pensée, il y avait cette idée que une très jeune femme à qui on confiait une immense mission, écoute, c'est simple, il n'y a rien, il n'y a plus rien, et tu devras faire en sorte que, année après année, tu construises une organisation, que tu permettes à des jeunes de rentrer dans la vie politique, de s'engager, et puis de se former, et puis ensuite de devenir des cadres de ce parti, et ensuite être des élus, faire en sorte que tu puisses être celles qui permettent de rallumer la flamme dans la jeunesse. Et l'immense fierté que j'ai, c'est de voir que vous avez réussi, avec tellement peu de moyens. Et quand je venais devant vous, je venais souvent vous dire que j'avais été aussi un jour jeune et socialiste et que j'avais été inspiré par ceux qui m'avaient devancé. Et ma fierté aujourd'hui, c'est de me dire que parce que vous avez su rétablir cette organisation, il y aura après nous une force, des convictions, des engagements, des gens qui sauront faire, des gens qui seront les prochains maillons de la chaîne et que rien ne s'arrêtera. Alors merci à vous. Bon. Est-ce que vous êtes fatigué? Très bien. Non pas que je veuille vous prendre trop de temps, je vais essayer d'être court. Mais parce que, vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons nous reposer. Le ciel est lourd de menaces. C'est vrai que, après les élections législatives, nous avons tous fini par penser, après ce grand ouf de soulagement, que, au fond, la menace de l'extrême droite était passée. Tout à l'heure, Emma a évoqué cette cérémonie d'ouverture magnifique menée par Thomas Joly pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que pendant 3 heures, j'ai même cru que la gauche avait gagné les élections et que nous étions à nouveau au gouvernement et que nous étions là à gouverner déjà, que Lucie était au gouvernement et que nous avions organisé nous-mêmes la cérémonie, que toutes les valeurs auxquelles nous croyons étaient représentées magnifiquement et que nous étions rayonnants à la face du monde à dire ce que peut porter la gauche, ce que peut porter la République. Et puis, je me suis réveillé quand même. Je me suis rendu compte que rien n'était encore fait, que Lucie n'était toujours pas à Matignon, que le président ne l'avait toujours pas appelé, et que nous étions dans une situation où, en réalité, de ce qui se passe maintenant,
eh bien, naîtra ou pas un avenir bienveillant, un avenir qui soit le plus rayonnant pour le plus grand nombre. Et je sais que vous savez que ce sursis n'est pas encore un sursaut, qu'il serait bien maladroit de notre part que de considérer que ces femmes et ces hommes, plus de 10 millions, qui ont voté pour l'extrême droite, sont séduits par ce qu'ils observent aujourd'hui, séduits par le spectacle donné par Emmanuel Macron, séduits par parfois aussi nos divisions, séduits par ce qu'ils vivent comme une forme de politicaillerie qui ne rimerait à rien, qui serait trop loin de ce que sont leurs espérances. Alors il faut être lucide, rester lucide, et se dire que parce que l'extrême droite ne parle plus, elle n'est pas pour autant inactive. Nous le savons, c'est quand elle parle qu'elle perd. C'est quand elle est silencieuse qu'elle progresse. Alors, méfiez-vous de leur silence. Méfiez-vous de ne plus avoir toutes les heures Jordan Bardella à la télévision. Vous montrez ses épaules larges, son sourire éclatant. Il n'est plus sur vos ondes, mais il est toujours présent. Et il se prépare. Ils savent aussi tirer les leçons d'un échec. Ils savent aussi ce qui leur a manqué. Mais ils savent surtout que ce qui est leur principal carburant, c'est nous. Nous, toutes les forces républicaines, de droite comme de gauche, toutes celles et ceux qui ne se montrent pas toujours à la hauteur et qui ne permettent pas d'endiguer ce mouvement qui n'est pas uniquement français, mais ce mouvement qui permet à l'extrême droite de prospérer. Ils sont habiles, ils sont malins, ils sont terriblement dangereux, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus à forcer la voie, à être dans l'outrance, mais qu'ils avaient au contraire intérêt à se normaliser. Et dans ces heures-ci, je vois ce que vient de dire leur porte-parole, qui vient d'expliquer que, après avoir expliqué qu'il censurerait immédiatement un gouvernement du Front populaire, expliquer que si l'un d'entre nous venait à Matignon, il pourrait ne pas le censurer. Regardez le piège tendu par l'extrême droite, cette volonté de faire le tri, de disqualifier la gauche, mais de préserver quelques-uns, de faire en sorte de nous diviser pour mieux s'affranchir de notre poids de main, faire en sorte de n'avoir plus un front populaire face à eux, mais des miettes de front populaire qui ne permettront pas ce que nous avons réussi cette fois-ci. Alors, restons absolument vigilants, restons unis, faisons en sorte de ne pas laisser un seul instant à l'extrême droite la possibilité de s'inscrire dans la durée. Faisons en sorte de prolonger le combat. Pour cela, notre unité est indispensable. Alors je sais que de parler d'unité au PS, c'est toujours un peu délicat et c'est un moment où toutes les oreilles se tendent en se disant « mais de quoi parle-t-il » Je parle de nous. Je parle de nous et de toutes ces époques où nous avons su nous présenter unis face aux Français. Dans ces moments-là, nous avons convaincu. Je sais aussi que nous avons su parfois nous montrer extrêmement divisés. Et je sais qu'en ces moments-là, nous avons aussi beaucoup déçu. Que la première chose qui nous a toujours été reprochée, ce sont ces jeux de rôle permanents chez nous, à l'approche de chaque congrès où chacun cherche à se compter, à diviser, parfois artificiellement, se dire qu'il existe des grands débats. J'ai beaucoup parlé hier, je ne vais pas y revenir. Mais j'aimerais tellement faire ce vœu qu'un jour, nos campus ne soient pas l'occasion, à chaque fois, systématiquement, à l'entrée, de faire entendre nos divergences, d'expliquer à quel point nous serions divisés, de faire en sorte que les médias ne parlent que de ça et couvrent la voix de ceux qui veulent au contraire avancer.
Chers camarades, il y a quelque chose qui devrait nous unir toutes et tous. Redonner une place centrale au Parti socialiste. Et pour cela, personne ne saura jamais m'expliquer que c'est divisé que nous faisons preuve de force. Que c'est divisé que nous sommes la force motrice de la gauche. Comment pourrions-nous imaginer un seul instant que nous pourrions redevenir cette force-là si nous sommes les briseurs de la gauche, si nous sommes les briseurs du rêve né de l'élection du 7 juillet, si nous sommes celles et ceux qui venons briser les espérances d'un peuple français qui s'est dit que quelque chose pouvait enfin changer. Rien n'est possible sans l'unité. Cela a été dit avant moi et je l'espère sera encore dit après moi. Alors je veux dire maintenant ce qu'est l'unité. Hier soir, je vous ai dit que je n'étais pas unitaire par passion ou par aveuglement, mais simplement parce que je cherche la victoire pour la gauche et pour les femmes et les hommes qui n'ont que nous pour avancer. Mais l'unité, ce n'est pas non plus l'uniformité. Ce n'est pas le fait de considérer que désormais, nous n'aurions pas une parole singulière. Nous avons une parole singulière. Cette parole, elle doit s'exprimer à tout moment. Mais elle doit aussi être une parole qui fait la différence entre l'obsession des autres et l'intransigeance sur les valeurs. L'obsession des autres, c'est de toujours penser, peut-être même d'intérioriser le fait que nous soyons toujours derrière eux. Moi, je crois que nous ne sommes plus derrière personne. Je crois que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes les premiers au Parlement européen, parce que nous sommes à quasi-équivalence au Parlement français, parce que nous sommes le principal groupe au Sénat, que nous n'avons plus besoin de regarder d'en bas qui que ce soit. Je crois que ce serait une erreur que d'intérioriser à chaque fois le fait que d'autres pourraient revendiquer cette place qui est désormais redevenue la nôtre. Ce serait une erreur de penser que c'est Jean-Luc Mélenchon qui systématiquement fait le jeu. Jean-Luc Mélenchon, dans l'élection législative, vous a dit, à vous et aux Françaises et aux Français, qu'il était disponible pour être à nouveau le candidat de la gauche pour Matignon. Il n'est pas devenu le candidat de la gauche pour Matignon. C'est Lucie Castet qu'il est devenu. Alors, je me demande parfois quelles sont les preuves supplémentaires qu'il faudrait donner. Je vois, y compris que, après notre rendez-vous à l'Élysée avec le chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon a admis qu'il pouvait être le problème et qu'il devait s'efforcer d'être la solution. Et c'est ainsi qu'il a dit qu'il était d'accord pour que ces ministres ne viennent pas au gouvernement et qu'il pouvait ouvrir la voie à un soutien sans participation. Bien sûr que la presse, nous-mêmes, y avons vu là une manœuvre habile. Nous avons cherché à décrypter, à comprendre ce que pouvaient être les avantages et les inconvénients de cette histoire. Sans doute y a-t-il des arrière-pensées. Il y a toujours, en politique, de la pensée et quelques arrière-pensées. Mais la vérité, c'est que quand on est obligé d'affirmer qu'on est un problème et qu'on s'efforce de devenir une solution, c'est qu'il y a quelque part la compréhension que, à force d'outrance, à force de dérapage, à force de positions mal affirmées, eh bien, on est aujourd'hui en situation d'être diabolisé et de prendre la place qui était celle longtemps de l'extrême droite. Et donc, plutôt que de chercher en permanence à revenir sur ce débat avec les insoumis, qui de nous ou d'eux, prenons tout simplement notre place, faisons en sorte
d'être celles et ceux qui propulsent la gauche en avant. Faisons en sorte que dans les débats parlementaires, que dans les débats politiques, dans les débats publics, dans les fédérations et dans les départements, nous soyons celles et ceux qui proclamions ce qu'est la gauche, ce qu'elle porte, que nous le fassions avec la force qui convient, sans outrance, mais avec la détermination, avec la volonté de dire que la radicalité n'a pas besoin d'être outrancière pour être là, qu'elle peut être tranquille, mais qu'elle est celle qui permet de gouverner, qui permet de faire avancer le pays. Dans les prochaines semaines, le débat va revenir à l'Assemblée. Qui que soit le Premier ministre, ce sera à l'Assemblée que les choses se passeront. Alors, à ce moment-là, regardez celles et ceux qui font vivre notre groupe. Regardez ce que dira Boris. Regardez ce que diront l'ensemble des parlementaires. J'ai devant moi, je ne veux pas citer tout le groupe, ils sont trop nombreux maintenant. Mais vous avez ici une présidente de commission, une questeure, des parlementaires émérites qui, dans la séquence budgétaire, vont être notre voix. Écoutez-les. Arrêtez de vous poser la question de savoir où ça se passe. Ça se passe là, avec eux. Et c'est comme ça que vous retrouverez la force de convaincre. Inutile de perdre notre temps à toujours commenter ce que font les autres. Avancez, soyez fiers de vous-même. Ne craignez personne. Avancez. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Regardez ce que nous avons fait. À Aubervilliers en 2018, nous étions un parti dont tout le monde disait qu'il était mort. Il y a même encore des ouvrages qui sortent ces jours-ci pour essayer d'expliquer ce que sera notre mort. Même si j'ai bien compris, notre mort viendrait du fait que la majorité ne serait plus majoritaire ici et qu'elle se condamnerait au valsisme. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, je reviens à l'essentiel. À Aubervilliers, nous étions là, dans une salle où nous nous demandions tous si nous avions un avenir. Le parti avait vendu Solferino. Nous étions passés de 120 permanents à 20 permanents. Et on se posait la question de savoir s'il y avait encore une existence pour nous. Nous allions dans les manifestations. Je me souviens d'une manifestation avec Boris. On avait remonté toute la manifestation. Personne ne savait qui on était. On était absolument anonymes. Et quand des drapeaux sont venus se joindre à nous, les quelques drapeaux socialistes qui sont venus nous rejoindre à ce moment-là, on s'est pris des cailloux. Alors, ce moment-là, je m'en souviens parce que je sais d'où nous venons. Je sais le chemin que nous avons entrepris. Je sais ce qu'il vous a coûté à chacune et à chacun. Je sais le courage qu'il vous a fallu pour affronter les regards, affronter le scepticisme, affronter celles et ceux qui pensaient que vous n'étiez plus la gauche. Et puis vous êtes revenus, vous êtes là au cœur de la gauche maintenant. Et maintenant, toute la gauche vous regarde, nous regarde, parce qu'ils savent que l'équilibre de la gauche, il passe par nous. S'il n'y a pas les socialistes, s'il n'y a pas le Front populaire, s'il n'y a pas le Front populaire, il n'y a pas de majorité relative. Et s'il n'y a pas de majorité relative, il n'y a pas l'espoir de gouverner. Alors soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin parcouru. Vraiment. À Marseille, au congrès de Marseille, la motion arrivée en tête, c'était la motion de gagner. Voilà ce que nous voulons, gagner. Nous voulons gouverner. Nous ne sommes pas de la gauche qui préfère l'opposition confortable à la difficulté de gouverner. Mais nous ne voulons pas gouverner dans n'importe quelle condition. Nous ne voulons pas gouverner parce que nous aurions la bienveillance de l'extrême droite. Nous ne voulons pas gouverner parce que nous serions les otages de la Macronie. Nous voulons gouverner sur nos propres bases. Nous voulons gouverner sur notre propre rapport de force. Nous voulons gouverner à partir de ce que nous croyons, de ce que nous portons. Et maintenant que nous sommes revenus en Ligue 1, préparez-vous à attaquer la Ligue des Champions.
Ça demande un peu de réparation. Disons les choses telles qu'elles sont, on n'a pas encore gagné. Il va falloir faire en sorte que nous puissions grandir encore. Et grandir, ça suppose d'abord d'être effectivement clair. Dire ce que nous sommes avec fierté, quelle est notre identité. Et cette identité, c'est celle du socialisme français, de la social-démocratie européenne. Notre identité, c'est effectivement ce que j'ai pu déjà dire et redire. Ce n'est pas intérioriser le rapport de force que d'autres nous imposent, c'est le créer et sur cette base-là, bâtir des compromis. Faire en sorte que nous puissions ouvrir nos portes pour une grande maison du socialisme écologique. Développer, transformer le parti. Faire en sorte de ne pas nous replier sur nous-mêmes, ne pas considérer que nous serions déjà arrivés. Avoir la modestie qui convient, l'humilité de ne pas considérer que d'autres parcours que les nôtres seraient des parcours inaptes à quelque exercice que ce soit. Et donc, il va falloir accueillir. Depuis la dissolution, 3000 nouveaux militants sont rentrés au Parti socialiste. Ces 3000 nouveaux militants, il va falloir les accueillir. Nous sommes un parti parfois malthusien. Je vais trop loin, là, tout le monde a compris. Nous sommes parfois moyennement accueillants. Il est parfois difficile de rentrer au PS. Tu penses quoi? Tu vas voter quoi au prochain congrès? Tu vas faire quoi prochaine investiture? Et donc, je souhaite que nous puissions leur faire l'accueil le plus bienveillant, que nous puissions leur dire que cette maison est ouverte, quel qui était leur parcours, quel qui était leur passé. Renforcer la place des femmes dans notre parti. Je parle ici devant Marie Leverne, qui en a la charge, pas toute seule, mais faire en sorte que nous ne puissions plus jamais dire à quelque échéance que ce soit, pas de chance, il n'y avait pas de femme pour être candidate. Ça ne peut plus être possible et je souhaite que notre parti puisse là aussi former, repérer les talents, faire en sorte qu'il y ait d'autres femmes qui puissent rejoindre Sarah, Chloé, Nora, Emma et toutes les autres et surtout prendre exemple sur celle qui, depuis le congrès de Marseille, a fait le choix, alors même que ses responsabilités sont immenses dans sa ville et sa métropole, d'être la voix du parti, d'être celle qui, à chaque fois, a été de tous les combats, a permis de nous donner la force, de me donner la force d'avancer. Être ce rôle modèle, cet exemple pour toutes les autres. Celle qui permet d'ouvrir la brèche et à toutes les autres d'avancer. Je veux dire mon affection, mon amitié, ma reconnaissance, ma gratitude pour Johanna Rolland. Donner les moyens aux jeunes socialistes de continuer à avancer, à grandir encore, sans Emma, mais avec un ou une autre. Ça, c'est vous qui déciderez. Ce que je sais, c'est que vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous accorder le crédit et les moyens dont vous avez besoin pour vous élargir et faire en sorte d'être parfois effectivement la pique qui vient nous secouer un peu quand nous nous endormons, mais être surtout
ce mouvement qui doit être celui qui porte un autre regard, qui vient avec ses propres aspirations, celles de sa génération, et qui nous permettent de ne pas nous endormir. Alors, je veux continuer à dire aussi qu'il faut gagner dans tous les territoires, réfléchir à la façon d'aborder la question de la ruralité, qui doit être un territoire de reconquête pour gagner tous demain. Faire en sorte que nous puissions aussi nous développer outre-mer. Ne pas oublier que la France ne serait pas la France sans ses outre-mer. Le temps est trop court pour que nous puissions développer maintenant et j'ai déjà tellement parlé avant-hier, hier, aujourd'hui que j'ai le sentiment que vous allez vite vous lasser, mais il aurait fallu parler aussi de la Nouvelle-Calédonie, il aurait fallu parler de la situation que vivent nos camarades ultramarins, parler de ces réalités que nous avons entrevues parfois, entrouvertes, mais qui ne sont pas au cœur de nos préoccupations souvent. Se préparer enfin aux municipales. Parce que c'est l'échéance que nous connaissons, 2026, ça, on n'y coupera pas. Mais faire attention aussi au fait que cette échéance pourrait se doubler d'autres échéances, législatives, peut-être présidentielles, et donc entamer dès à présent une nouvelle campagne électorale. Certes, plus calme, je ne vous demande pas de repartir tout de suite avec l'énergie d'une élection qui aurait lieu dans 3 semaines, mais tout de même, de rester le pied sur la pédale, prêt à accélérer, vous dire que cette année va être une année pendant laquelle nous allons devoir continuer à convaincre jour après jour. Poursuivre le travail de fond sur notre identité, nos propositions. Assumer notre identité, je l'ai dit, y compris face à nos partenaires. Ne pas être simplement dans l'unité béate, être dans l'unité exigeante. Tout à l'heure, Emma a dit les choses. Je ne vais pas la répéter. Mais sur toute une série de sujets. Être capable de ne pas être simplement dans une forme d'unanimisme. Dire aussi que quand c'est trop, c'est trop. Que quand c'est pas assez, c'est pas assez. Que quand c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne voie. Être dans une capacité à, en permanence, être cette force qui permet de parler au pays, s'adresser aux Français, de leur dire que nous sommes à nouveau de retour, que nous sommes maintenant prêts à assumer les responsabilités. Et les assumer, ça veut dire assumer y compris les débats, y compris assumer les débats internes à la gauche. Et de ce point de vue, nos conventions vont être extrêmement précieuses. Il y a celles qui se sont déjà tenues. La Convention Europe que Christophe avait pilotée a permis de nous mettre en première ligne pour les élections européennes. Et cet exemple-là doit être suivi, poursuivi. Faire en sorte que nous puissions nous appuyer sur une doctrine, des propositions. Faire en sorte que nous soyons à chaque fois, j'allais dire à l'épreuve du feu, je fatigue, mais que nous puissions être en mesure de faire en sorte que sur chaque grand sujet, il y ait une parole qui nous soit propre, qui permette d'avancer, de nous distinguer et de nous permettre de convaincre. Alors, il faudra reparler identité, ruralité, travail, école, justice écologique, écologie populaire, et faire en sorte que toutes ces conventions convergent à un moment sur un projet présidentiel. De la même façon que Lionel Jospin avait, à travers 3 grandes conventions, préparé ce que fut le projet des socialistes en 97, faire en sorte que ces grandes conventions puissent nous mener, le moment venu, à l'élection présidentielle. Faire en sorte d'être prêt. Je souhaite que la gauche puisse se retrouver pour cette échéance et qu'il y ait une candidature commune. Mais je sais aussi la difficulté du commun. Alors je le dis à nos partenaires, que pas un seul d'entre eux n'imagine que nous ne serons pas prêts. Nous serons prêts. Et nous sommes à la fois prêts à partir seuls, comme nous sommes prêts à partir avec eux. Tout dépendra maintenant
de la façon dont chacun se comporte. L'unité, ça reste un combat. Ce ne sera pas une unité de façade. Nous serons unis, non pas simplement pour faire ensemble illusion, nous serons unis parce que nous aurons trouvé une méthode. Si le chemin existe, alors nous serons au rendez-vous de l'unité pour l'élection présidentielle de 2027. Mais si ce chemin n'existe pas, parce que les comportements ne le permettent pas, parce que chacun pense que son heure est venue, parce que la bataille des égos est de retour, alors je le dis, nous partirons seuls et nous irons au combat et nous ferons en sorte de l'emporter. Et ce sera avec les socialistes qu'il faudra compter. Il n'y a de ma part aucun patriotisme de parti. Je ne le dis pas parce que je souhaiterais instiller l'idée que nous sommes déjà en train de préparer une campagne solitaire. Ôtez-vous cela du crâne. Mais ce que je souhaite, c'est aussi faire comprendre à chacun que l'unité, ça se cultive. Et qu'il n'y aura pas un billet de blog pour nous dire quel est le chemin. Il n'y aura pas un tweet pour nous dire où est la direction. Il y aura des débats, il y aura des échanges, il y aura des négociations, il y aura des compromis entre nous. Et ce sera la condition pour avancer ensemble. Et si ça doit passer par une primaire, ça passera par une primaire. Mais il n'y aura pas de candidature autoproclamée. Il y aura un processus commun qui conduit à la victoire. C'est la seule façon pour la gauche d'avancer. Personne ne peut s'imposer de lui-même. Il n'y a pas de candidature naturelle. Personne ne peut à aucun moment dicter aux socialistes, aux communistes, aux écologistes et aux insoumis ce qu'est la façon de procéder. Ce sera un moment important pour nous toutes et pour tous. Chacun l'a compris, il faut aller rechercher cette victoire. Parce que rien ne nous sera jamais accordé. Vous l'avez compris, ce n'est pas seulement les insoumis qui posent problème aujourd'hui. C'est toute la gauche, son projet. Je n'ai pas été surpris, à vrai dire, de voir que le MEDEF a commencé en expliquant qu'il était urgent de bloquer, de faire barrage, non pas à l'extrême droite. Ils ont accueilli l'extrême droite avec les honneurs dans toutes les discussions qu'ils ont eues avec les candidats aux élections législatives. La menace pour le patronat, c'est la gauche, comme toujours, comme depuis ce fameux Front populaire, le glorieux Front populaire de Léon Blum. Ils n'ont jamais, à aucun moment, considéré que ce que nous portions ensemble pouvait devenir réalité demain. Toujours les mêmes arguments, toujours la même façon de rejeter. La gauche, c'est la faillite. La gauche, ça n'est pas possible parce que la gauche, c'est forcément demander aux puissants, aux dominants de bien vouloir à un moment non pas se serrer la ceinture, elle est large, non pas se serrer les bretelles, elles sont flottantes. Non, leur dire simplement qu'à un moment, oui, il faut partager le travail, partager le temps, partager les bénéfices, partager ce qui va être partagé, faire en sorte que le pays ne repose pas uniquement sur les classes moyennes qui doivent toujours tout supporter, mais oui, reposer d'abord sur les grandes fortunes, les grandes entreprises, les super profits, faire en sorte que ceux qui peuvent payent et que ceux qui ne peuvent pas soient justement soutenus, appuyés par nos combats. Alors, comme la gauche a toujours été là pour rappeler ces combats, les porter, elle sera toujours considérée par la droite et par le patronat comme intruse. Je me souviens de ces mots qui disaient que la gauche ne gouvernait que par effraction. Non, nous ne gouvernons pas par effraction. Nous gouvernons simplement parce que nous avons le soutien de la population, ce qui est très différent. Alors, chers amis, chers camarades, le temps est venu, maintenant, de repartir au combat, de faire en sorte que nous puissions à nouveau dire que nous allons gouverner le pays avec nos collectivités locales, mais pas exclusivement avec nous-mêmes, aussi avec ce mouvement social
associatif, syndical, les ONG, celles et ceux qui sont venus nous parler encore ce matin, leur dire qu'ils ont leur place dans ce combat, que nous ne serons pas de ceux qui se pensent hégémoniques, que nous laisserons une place à toutes celles et ceux qui partagent la volonté de changer l'histoire et le cours de ce pays. Notre rôle à nous, ce sera de faire le lien entre les mobilisations sociales et ce qu'est le monde politique à gauche. Ce que nous voulons faire, au fond, c'est ce que disait François Mitterrand. Prendre le pouvoir pour vous le rendre. Eh bien, chers amis, chers camarades, oui, nous voulons de toutes nos forces aborder les prochaines échéances pour prendre le pouvoir, pour gouverner, s'assurer d'avoir cette fois-ci non plus une majorité relative, mais une majorité absolue. Et nous le ferons dans la confiance de toutes les forces de la gauche. Nous le ferons avec la confiance de la société civile organisée. Nous le ferons avec toutes celles et ceux qui, sur le chemin, nous retrouveront et nous ferons en sorte de faire un trait définitif sur cette menace qui pèse, sur cet orage que nous craignons, sur l'extrême droite menaçante. Nous ferons en sorte, à nouveau, de donner souffle à ce slogan magnifique qui fut celui de 80. Oui, chers amis, chers camarades, nous n'avons rien oublié. Nous sommes restés fidèles à notre histoire, nous sommes fidèles à nos anciens, nous sommes restés fidèles à nos convictions et nos valeurs. Oui, chers camarades, ces prochains mois, ces prochaines années, que nous soyons au gouvernement ou dans l'opposition, nous allons désormais les consacrer à nouveau à changer la vie. Merci.